Le top 14 est terminé, il est temps de faire un bilan club par club, passer au crible chaque écurie de ce championnat 2024-2025 et on fait ça juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo bilan. Ça y est, le top 14 a rendu son verdict ce samedi pendant cette finale magnifique entre Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles. Le Stade Toulousain fait le triplé, assure un troisième titre consécutif en top 14 et donc il est temps de faire le grand bilan de cette saison, club par club. On a une tier list qu'on vous présentera juste après. Et on va donc passer au crible des 14 écuries de ce championnat. Voilà, tout ça tranquillou. Donc voilà, ça va être une vidéo un peu plus longue. On l'a fait l'an passé déjà. On avait fait ça pour le début de saison aussi. On vous montrera après parce qu'il y a des petits dégâts à faire. Je suis accompagné de monsieur Thomas Laroquette qui était présent à la finale au Stade de France. T'es régalé? Bah ouais, c'était une chance hein, d'y être. C'était vraiment sympa. Du spectacle. On se demandait si on allait en avoir. Ben, finalement, on n'a pas été déçus. Bon, on a fini très tard hein, le travail, mais bon, au final, je pense qu'on regrette pas. Ah non, ça c'était beau. T'as vu Blair Kingorn? Il a sorti une belle photo sur Twitter. Donc n'hésitez pas à follow Thomas sur Twitter. Et son Twitter à la description, comme vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous likez cette vidéo, donnez votre avis en commentaire, faire vous aussi votre tier list. Quels sont pour vous les tops et les flops de cette saison de top 14 au niveau des clubs, des joueurs et de tout ce que vous voulez. Bon, on va commencer par un petit mot sur la finale. On n'a pas été trop mauvais au niveau de l'analyse finalement, je trouve. Et puis un mot global sur cette saison de top 14. Est-ce que c'était un bon cru? Oui, c'était une grande saison. Alors, finalement, assez curieuse où tout le monde jouait un peu tout et n'importe quoi. Certains clubs jouaient à la fois le top 6, à la fois le maintien. Enfin, c'était une saison curieuse, mais très serrée. Donc c'est ça qui plaît. Même Vannes, voilà, qui venait juste de monter, était vraiment pas loin de se maintenir. Donc voilà, jusqu'à la dernière journée, on a eu du suspense et ça c'est parfait. Et puis bon, bah, finalement. Quand on voit l'affiche de la finale, on se dit il n'y a pas de grande surprise, mais bon, pour le reste, c'était quand même assez surprenant. Il y a des équipes qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, d'autres qui déçoivent, donc ouais, il y a toujours des surprises. Ouais, c'était un bon cru qui nous a amené du suspense jusqu'au bout, même au bout du bout du bout. Au bout de cette finale, on a eu du suspense également avec une très très belle confrontation entre Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Finale aux prolongations, ça n'arrive pas souvent. Et Toulouse qui conserve son titre face à la même équipe. C'est la deuxième fois de l'histoire du top 14 que ça arrive, parce que c'était arrivé à Lyon. Alors je sais plus les années, mais c'est dans les années 30. Voilà. Je crois que c'est 33-34 ou 32-33, quelque chose comme ça. Je crois. Voilà, donc c'est rare et c'est beau, mais peut-être qu'il y a un gap aussi qui se crée, on en parlera peut-être dans la suite de la vidéo. Bon, hydratez-vous, c'est important, puisqu'il fait chaud, et de toute façon la vidéo va être longue, donc profitez-en pour prendre un truc à bouffer, un truc à boire, mettez-nous en fond, mettez-nous sur Spotify aussi, comme ça vous pouvez nous écouter sur la route des vacances, pour faire le bilan de cette saison. Tier list, présentation, top saison pour la catégorie la plus haute pour les équipes, et réaliser une saison quasi parfaite, ça équivaut à peu près au 18 sur 20, la bonne saison. Il manque les petits détails pour aller dans la top, mais ça reste un très très solide exercice. C'est un bon 16 sur 20, on va dire. Le Moyennas, on a fait ce qu'on attendait. Cette équipe a répondu aux attentes. Le 12 sur 20, ils font pas plus, pas moins. Ils sont dans leurs objectifs, dans les attentes. C'est parfait pour eux. Faiblard, bon, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est le rattrapage, c'est rude. C'est 8 sur 20. C'est pas catastrophique, mais c'est pas loin. Et à la catégorie Stade français, bah vous l'avez, c'est nul, hein, voilà, c'est 0, enfin c'est 3, allez on va pas être 0, on va être 3. C'est la catégorie qui sera pour les équipes ayant vraiment déçu cette saison. Il n'y a pas une très bonne tier list sans des très bons pronos de début de saison. Puisque j'ai retrouvé la vidéo, évidemment, des pronos de début de saison, donc on va pouvoir la regarder. Notre classement de top 14. T'es pas oublié. Et ouais, mais là, va falloir assumer, on fait des petites vannes, maintenant, va falloir aussi... qu'on assume nos conneries. Alors, on va commencer par le point positif. On avait le relégué, le barragiste dans l'ordre. On avait le champion, Stade Toulousain. On avait la lutte milieu de tableau, Champions Cup entre Pau, Le Loup et Montpellier. On avait Bayonne dans les 6. Je vois quelque chose qui m'irrite beaucoup là. On avait Bayonne dans les 6. Et là, après, Clermont-Castres. Bon, on a un peu merdé là-dessus parce qu'on les a mis très très bas alors que les deux ont fini dans les 6. Je sais pas ce qu'on a foutu avec Toulon. Je sais pas pourquoi Toulon chez nous n'était pas dans les 6. Ouais, je sais pas, mais il faut reconnaître que d'ailleurs c'est Brian hein, qui avait mis Bayonne dans les 6. Je crois même qu'il avait dit 4ème, donc bravo à lui. Moi j'y croyais pas forcément, donc c'est pour ça que Bayonne se retrouve dans le top 6. Mais si ça tenait qu'à moi, je pense que je les aurais pas mis là.
C'est vrai que c'est Bayern. Vous aurez la vidéo, puis vous pouvez revoir les argumentaires des différentes personnes. Bon, on a mis la Racing et la Rochelle. Bon, la Rochelle, c'était un peu cata cette saison. Le Racing, on n'en parle pas. Et alors, le Stade Français 2, celui-là, bon, voilà, c'est la plus grosse cagade de la saison. On avait analysé ça comme l'année de la confirmation, avec un recrutement qui essaie peut-être présager des bonnes choses. Mais en fait, c'est tout simplement catastrophique. Voilà. Et on en Rien parlera d'autre à dire, mais bon, c'est toujours très compliqué. Hein. De toute façon, Oui. ceux qui critiquent sont ceux qui ne se mouillent pas. Et nous, on a tenté des choses. Et tant mieux, j'ai envie de dire qu'on se trompe, parce que ça veut dire que ce championnat-là, il n'est pas prévisible, on ne peut pas l'anticiper, et il y aura toujours des surprises. Voilà. Si un jour, on a un championnat où on est capable de dire qui sera champion, qui sera deuxième, qui sera troisième, qui sera avant-dernier, qui sera dernier, je pense qu'il faudra se poser des questions. C'est ça. Puis si on a vu tout dans l'ordre, on vous donnait le numéro de l'euro-million également. Parce que, voilà, hein, faut pas déconner non plus. Mais bon, c'était bien marrant de retrouver cette petite tier list de début de saison qu'on refera la saison prochaine, évidemment, pour se planter, évidemment, lamentablement. Bon, tier list, on va commencer du coup par le premier. Ils sont pas dans l'ordre. J'ai foutu les logos comme ça. Et on va pouvoir débuter avec l'Aviron Bayonnais. Très très bon cru pour l'Aviron Bayonnais sur cet exercice 2024-2025, les Basques. Bon, allez-y, l'une des meilleures saisons depuis très très longtemps. Retrouver les phases finales après plus de 40 ans. Les premières dans ces top 14 modernes, on va dire, pour l'Aviron Bayonnais. Demi-finaliste face à Toulouse. Demi-finaliste battu, mais qui s'est battu avec ses armes et qui a fait chier le Stade Toulousain pendant très longtemps lors de cette demi-finale. Et Bayonne termine un très très bon exercice à la 4e place. Avec en plus... T'as l'impression que pour Bayonne, c'est peut-être la première année d'un changement, entre guillemets, de dimension, d'un cap passé pour les Bayonnais, avec ces prolongations de Makala et de Tatafou qui montrent que le projet de l'Aviron, c'est pas juste sur 1 ou 2 saisons, que ça veut s'inscrire sur le long terme. C'est très intéressant. Hop, si je vous montre pas le bon visuel, ça va être chiant. Hop là, c'est pour ça, c'est notamment le tweet de Tanguy, toujours très très bien informé sur les réseaux sociaux, qui nous explique que donc Bayonne prolonge Tevita Tatafou, Makala va limiter, il y a un cycle qui veut s'inscrire du côté de l'Aviron Bayonnais. Tatafou, Makala notamment font partie des très très bons tops de cette saison du côté de l'Aviron. C'est un collectif qui a marché. Seule équipe invaincue aussi à la fin de cette saison régulière à Jean Daugé. Seule équipe qui a réussi à garder sa forteresse imprenable. Je vous affiche les pages de rugby pour que vous voyez un petit peu le recrutement qui s'apprête à se faire du côté de l'Aviron Bayonnais. Mais on peut dire pour Bayonne, c'est une très 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 bonne saison. Voire une top saison. C'est une top saison. C'est une top saison. Parce que c'est un club qui bosse super bien. C'est un club qui est relativement jeune, hein, en top 14 encore. Et c'est vrai qu'on se disait, et moi le premier, je me disais, mais à quel moment Bayonne va craquer? Parce que je me disais, effectivement, il y a eu un bon recrutement. Il y a un 15 de départ qui est très solide. Il y a un banc qui peut être solide. Mais je me suis dit, à certains postes, il peut y avoir des blessés, ça peut devenir compliqué. Ça a été un peu le cas devant, notamment au poste de pilier, où je tire un grand coup de chapeau à Swan Cormeunier qui a vraiment tenu la baraque pendant un moment. Mais pour le reste, finalement, il y a eu une très très bonne gestion d'effectifs. Il y a des jeunes joueurs qui se sont révélés. Je pense à Esteban Capilla, je pense à Lucas Martin, je pense à Pierre Castillon. Il y a eu bien sûr Herbin Artegaray, Orabé aussi, Spring, Mousquès. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de joueurs expérimentés, des joueurs comme Ituria, Chouzenou. Il y a Second qui est arrivé, qui a été très bon. Tuilagi a amené aussi beaucoup de puissance. Vraiment, je le redis, mais ce recrutement a été très bon. Il y a des joueurs que l'on a retrouvés. Je pense à Rodrigo Bruni, qui était un peu en dessous de ce qu'il pouvait faire, et qui cette saison a vraiment explosé. Donc voilà, vraiment, il y a une équipe qui a super bien fonctionné. Je crois que Grégory Patate et tout son staff, ils font un boulot monstrueux. Et franchement, oui, non, c'est un club qui travaille très bien. Et cette saison, ce qui a changé aussi, c'est un petit peu leur performance à l'extérieur, parce que on le sait, Bayonne à domicile, c'est très solide. Bon, ils ont réussi à gagner aussi leur match à Anoeta, mais à la Reale Arena, mais ils ont aussi eu cette capacité à aller chercher des points à l'extérieur, aller chercher des victoires, aller chercher des bonus, et ça leur a permis vraiment, comme tu l'as dit, de passer un cap, et donc de se qualifier en phase finale. Alors ils ont eu la chance de recevoir aussi le barrage à domicile face à Clermont. C'était pas du tout un joli match, mais cette ferveur de Jean Daugé les a aussi poussés. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que cette demi-finale face à Toulouse, alors ils sont un peu si près si loin, parce que
le score, il est pas si impressionnant que ça. Il y a que 7 points d'écart. Et quand on voit aussi le contenu, on se dit, Bayonne a quand même gâché beaucoup de munitions. Il y a eu énormément de maladresse, mais franchement, ils ont tenu pendant un moment et alors qu'on pouvait penser qu'ils allaient exploser. Donc, franchement, non, c'est vraiment une top saison pour Bayonne. Je pense que euh, bien sûr qu'il y a des ambitions, bien sûr qu'avec un recrutement comme ils ont pu faire, on pouvait se dire qu'ils allaient jouer un peu plus que le maintien. Mais sincèrement, aller jouer une demi-finale face aux futurs champions, je pense que c'était pas facile à prévoir. Donc, ouais, top saison et franchement, aucun doute là-dessus. Et Grégory Patate l'a dit, hein, après la demi-finale contre Toulouse, c'était une saison, une excellente saison, que c'était entre guillemets pas prévu dans le carnet de bord d'arriver jusqu'à cette demi-finale-là. J'ai hâte de savoir ce que Bayern va faire l'an prochain, de savoir s'ils vont réussir à confirmer les attentes aussi, parce que du coup, là, ils seront attendus, ça sera plus la surprise, qu'ils vont pouvoir s'installer durablement dans les 6. Il va y avoir de la concurrence aussi l'an prochain, on en parlera de certains clubs qui ont déçu cette année, mais qui l'an prochain vont essayer de revenir avec d'autres armes. Ça va être très très intéressant à suivre Bayonne. Et j'ai l'impression que la lutte pour le top 6 l'an prochain va être peut-être encore plus rude que cette saison. Ça, c'est possible. Ouais, c'est possible parce que les clubs vont s'armer. Il y a des clubs, à mon avis, qui ne vont pas faire la même saison que cette année, hein. Ouais. Bon, on les citera plus tard, mais ouais, en fait, chaque année, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et surtout, bon, ben, on va reparler du Stade français juste 2 secondes, mais quand on voit que le Stade français fait demi-finale et derrière dispute le maintien, ben, on se dit que en fait, toutes les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc, voilà, c'est toujours très difficile à anticiper. Sauf pour Toulouse, ça on en parlera après. Il y a que, j'ai l'impression. Bref, on va enchaîner sur le Castres Olympique. Castres, pareil, dans les 6. Est-ce que c'est une surprise d'attendre le Castres Olympique dans les 6? Alors, selon notre tirage, il y a eu une saison peut-être. C'est vrai que je les attendais pas aussi haut, les Castrés. Toujours celui à domicile. Ils ont fait du Castres dans le texte. Et je dirais que c'est plutôt une bonne saison, j'imagine, pour le Castres Olympique. Qui a compté sur certaines individualités, mais c'est souvent le collectif qui prime du côté du Tarn. Avec quelques départs quand même, notamment de plusieurs jeunes joueurs pour l'an prochain. Je l'affiche à l'écran tout de suite, c'est un peu mieux. Qu'as-tu pensé de cette saison de Castres, qui a achevé son objectif d'être dans les 6, même si c'est peut-être plus haut que l'objectif fixé, je ne sais pas. C'est très bizarre, mais je vais dire top saison. Ok. C'est Et pourquoi? vrai qu'ils ne voyaient pas bien haut. Alors, je sais bien que c'est une tier list top 14, mais la première chose, c'est que ils ont réussi à se qualifier quand même en Champions Cup. C'est vrai. Et, euh, et ça, quand on sait que Castres a été très critiqué, et moi aussi, parfois, j'ai critiqué ça, de dire que Castres ne jouait pas forcément tout le temps le jeu dans cette compétition-là. On se disait, mais c'est une équipe qui est performante en top 14, mais qui ne fait rien sur la scène européenne. Et là, ils arrivent à se qualifier quand même en quart de finale. Ils perdent face au futur vice-champion Northampton. Ils vont gagner au Saracens, ça a été une vraie surprise. Donc, franchement, déjà, ça, je sais bien que c'est pas le top 14, mais ça compte dans une saison. Et derrière, voilà, effectivement, ils se qualifient dans les 6. Donc, ils perdent ce barrage assez logiquement. Mais ils font quand même une saison solide, surtout à domicile. Et moi, je les voyais pas là. Pourquoi? Parce que le recrutement, franchement, moi, je l'ai trouvé très léger. Sincèrement, il y a quand même très peu de recrues, à part peut-être Will Collier qui sont sortis du lot. Il y a eu quelques blessés aussi. Donc, franchement, leur saison, elle est bonne. Je pense à Chabouni, Guerroy, Galisson aussi, qui ont passé un step dans cette équipe. Voilà, la charnière, on savait pas trop. On se disait, mais il n'y a pas de vrai buteur. Mais voilà, Louis Lebrun s'est installé à ce poste. Euh, et ils arrivent quand même à se qualifier dans les 6. C'est une équipe qui est tout le temps performante. C'est une équipe voilà, qui arrive très souvent à se qualifier. Et pourquoi je mettrais top saison aussi? Évidemment, on est obligé d'en parler, mais c'est le décès quand même de Josiah Rasuke. Là, tu te dis, mais comment des garçons comme ça, et comment un club peut se relever d'une telle nouvelle et d'un tel drame? On se disait, mais là, la tête, elle est plus au rubis. Voilà, il faut enterrer le garçon, il faut faire une cérémonie, et la semaine d'après, tu joues. Comment tu fais? Franchement. Et c'est là où moi, vraiment, je trouve ça absolument hallucinant, cette faculté qu'a eu Castres à se relever tout de suite, à aller chercher des points.
voilà, à jouer finalement pour lui, à se resserrer, à être soudés. Et voilà, c'est aussi pour ça que je dirais top saison, parce qu'ils ont vécu quand même, pour le coup, l'enfer, voilà, vraiment l'enfer. Euh, et ce terme-là prend tout son sens avec Castres. Et franchement, voilà, je pense que ils ont honoré la mémoire de Josiah Ryusuke, et c'est aussi pour ça que je dirais top saison, parce que voilà, tout ça n'a pas été simple à digérer, et qu'encore une fois, je prends aussi en compte le fait que ils ont joué quand même sur les deux tableaux, et ça, c'est aussi à noter. C'est vrai que c'est rare pour Cass de jouer sur les deux tableaux, et sur le décès de Ryosuke, tu rajoutes qu'en plus, aller voir les matchs qu'il fallait se taper derrière, Oui. c'est que t'es vraiment pas ridicule à Bordeaux, tu tapes deux concurrents directs pour le top 6, c'est quand même mentalement très 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 fort de la part des joueurs et du groupe et du staff globalement du Castres Olympique, et donc ça part dans top saison. Club qui a fait débat, sur lequel je vais plus m'interroger sur le futur que sur le présent, c'est Clermont. L'ASM également dans les 6, qui n'avait pas passé loin du drame sur la dernière journée, puisque La Rochelle a perdu sa place après un match à Pau. Clermont est allé chercher avec une victoire à Montpellier, il me semble, ce top 6. Et c'est un Christophe Furios, une méthode Christophe Furios qui fonctionne, puisque Clermont a retrouvé donc ce top 6 de top 14 avec la dernière Dourda Pileta, avec un barrage malheureusement un peu raté du côté de Bayonne sur ce match-là, où ils se sont fait largement dominer malheureusement les Clermontois. Un Clermont qui a une grosse passe à vide début 2025, où ça a été très compliqué, il n'y avait pas de résultat que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça ne prenait pas de points. Et un recrutement pour l'an prochain qui fait un peu peur sur le papier. Je ne sais pas quelles sont les ambitions clermontoises pour l'an prochain, mais c'est une équipe qui, je trouve, perd pas en qualité, on verra ça l'année prochaine avant de tirer déjà des grands enseignements, mais qui perd peut-être des certitudes en vue de l'an prochain, je trouve. Alors, clairement, c'est une top saison, parce que il y a eu quand même un changement de staff, il y a eu sur le papier un recrutement qui était, on va dire, assez malin, mais peut-être pas suffisamment solide. Et finalement, il y a une qualification au bout. Et c'est ça que cherchait clairement. Il faut dire que, voilà, quand je parlais de recrutement, je me disais, bon, à la Latoa, ça me semble un peu faible, par exemple devant. Derrière, il y avait des joueurs aussi qui arrivaient de Pro D2, à Kaladze, Montagne, Massa. Finalement, ces joueurs-là ont été ultra performants. Thomas Seit aussi a énormément apporté. Et derrière, il y a quand même eu des jeunes aussi qui ont pris du galon dans cette équipe. Je pense bien sûr à Tixeron, Baptiste Jonot, Léon Dari Carrère. Ce sont des joueurs qui ont été ultra réguliers tout au long de la saison, et qui sont pistés d'ailleurs par le staff du 15 de France. Donc voilà, finalement, Clermont, ouais, réalise pour moi une bonne saison, parce qu'il y a une qualification encore une fois. Même si tout n'a pas été parfait, pendant longtemps, on se disait, mais est-ce que Clermont va réussir à se qualifier? Est-ce que Clermont va tenir? Euh, il y a eu des gros passages à vide, il y a eu des défaites qui ont fait mal, il y a eu quand même pas mal d'irrégularités. Je pense, ouais, notamment en décembre, quand ils ont commencé un petit peu à faiblir, il y a eu cette défaite à domicile face à Montpellier. Il y a eu cette victoire vraiment de justesse à Vannes, et heureusement, parce que derrière, il aurait pu y avoir vraiment une spirale très négative. Donc voilà, ils ont enchaîné aussi 3 ou 4 matchs en février sans victoire. Donc ouais, voilà, ça reste une bonne saison, parce qu'il y a une qualification. Maintenant, comme tu l'as dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est la saison prochaine. Je sais pas à quoi joue Clermont. Ils perdent des joueurs quand même assez emblématiques. Je pense à Yato, par exemple. Et derrière, bon, tu recrutes des joueurs, honnêtement, tu sais pas trop où tu vas. Voilà, bon, il y a Yato, mais il y a Lee, il y a Fischer, il y a Yorda Pileta, Bello. Loa, bon, c'est Pro D2, je pense que ça fera l'affaire. Zamora, c'est pour intégrer la rotation. Derrière, bon, Tolofua, je pense que ça peut le faire. Derrière, Plumeur, c'est un joueur qui a été très bon avec les Blues, mais je sais pas s'il peut s'installer en tant que titulaire, en tant que buteur titulaire aussi. Voilà, donc derrière, bon, Tom Raffi, à mon avis, c'est pour intégrer la rotation. Je sais pas trop où va Clermont avec ce recrutement-là. Et bon, on verra en tout cas. Peut-être que les recruteurs savent pourquoi. C'est peut-être une année de transition aussi.
Mais en tout cas, voilà, si on juge cette saison-là, je trouve que c'est une bonne saison parce qu'il y a une qualification à la clé. Ouais, on verra ce que ça va donner l'an prochain, mais c'est vrai que tu as l'impression que les cadres qui partent ou les joueurs importants qui partent sont pas forcément remplacés. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer à Clermont. Mais est-ce que supporter clermontois êtes-vous inquiet? N'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires de cette vidéo. Bonne saison pour l'ASM qui finit dans les 6, tout comme Toulon qui a fini 3ème aux portes du top 2, souvent à la lutte avec le Stade Toulousain et l'Union de Bordeaux-Bègles. On l'a très souvent dit quand on a parlé de Toulon cette saison. Le quart de finale de Champions Cup face au Stade Toulousain a fait très mal à la tête. Des Toulonnais qui ont raté du coup cette fin de saison, qui ont perdu du terrain sur Bordeaux, qui ont failli, voilà, ils ont assuré jusqu'au demi, et après ça l'a pas fait contre un Union Bordeaux-Bègles qui était au-dessus, et Toulon donc finit pour une saison qui semble plutôt réussie. Avec un jeu qui était vraiment plaisant à regarder, avec des cadres qui ont répondu présent, avec un Gaël Dréan qui a marqué je crois que c'est le 3e meilleur marqueur d'essai, il me semble, de la saison. Un Jaminet toujours aussi à droit au pied, un Baptiste Serin toujours aussi métronome. Une première ligne et un pack qui a été extrêmement solide, c'est peut-être le meilleur pack de top 14. C'est quand même une bonne saison pour le RCT, quoi. Et puis surtout, contrairement à l'an passé, ils n'ont pas mis du temps à démarrer, quoi. Ça a démarré tout de suite et ça a été bon tout de suite. Effectivement, ça pourrait être une top saison, ce serait pas choquant de les voir en top saison. Malgré tout, il y a cette fin de saison, moi, qui me laisse un petit goût amer parce que j'ai la sensation que, oui, cette Champions Cup-là, cette élimination face à Toulouse, elle a vraiment fait du mal à la tête. Mais elle a fait du mal au corps aussi parce que j'ai senti une équipe un peu plus fatiguée. Tu l'as dit, c'était vraiment, je pense, l'un des meilleurs packs de la division avec une mêlée extrêmement solide. Quand tu voyais la première ligne, voilà, t'avais gros Bobigny, Sinclair. Derrière, t'avais Priso, Ivaldi et Gigashvili. Enfin, c'était très solide. La touche avec Esteban Abadi, forcément, c'était ultra performant. Et derrière, oui, avec une paire de centres peut-être un petit peu inédites sur le papier, Senzel, Faingaounuku, des ailiers qui vont très vite. Enfin, vraiment, c'est une équipe qui a fait du jeu, c'est une équipe qui était plaisante, mais en fin de saison, moi, j'ai senti une équipe, voilà, comme je disais, fatiguée, usée un petit peu, qui avait pris un coup sur le plan mental et qui n'était plus aussi performante dans les secteurs qui ont fait sa force tout au long de la saison. Donc c'est pour ça que je vais les placer peut-être en bonne saison. On aurait même pu dire très bonne saison, hein, même un entre deux, mais voilà, je fais peut-être la nuance par rapport à une équipe comme Bayonne que l'on n'attendait pas forcément. C'est vrai que Toulon, compte tenu de l'effectif, des moyens, on se dit, bon, Toulon doit au moins faire un top 6. Chose faite, il joue quand même une demi-finale, donc voilà. Après, il passe à côté, hein, mais voilà, ça reste une très bonne saison. Ils ont retrouvé beaucoup de garanties, beaucoup de certitudes. À un moment donné, on s'est dit, peut-être que la seule équipe qui peut concurrencer Toulouse et l'UBB, c'est Toulon. On s'est même dit que Toulon, honnêtement, sur le papier, avait les moyens de viser très haut. Donc voilà, ça reste vraiment une très bonne saison pour Toulon, avec des joueurs aussi qui se sont révélés, comme Marius Daumont par exemple. Donc voilà. C'est pour ça que je vais les mettre en bonne saison. On aurait pu les mettre en très bonne saison. Ça n'aurait pas du tout été choquant. Oui, Nicolo qui a peut-être l'essai de l'année, hein, pour lui en top 14. Ouais. Il y a eu ses éclairs de génie. Saint-Zel a vraiment été très bon cette saison. Ça, c'était aussi surprenant. Tu perds Olivon aussi assez tôt, hein, mine de rien. Ça a pu jouer aussi parce que ça reste un cadre tout de même, Charles Olivon, donc on va voir comment il va revenir. Et oui, pour Toulon, c'est une bonne saison, et non pas pour saison, c'est une bonne Toulon. Bonne saison pour le RCT, on est très gentil sur ce début de tier list, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais enfin aussi, peut être très gentil avec Van, enchaînant avec les Vantais, les Bretons promus cette saison de Pro D2. Et bien tout simplement, c'est le promu le plus prolifique, qui a marqué le plus d'essais de l'histoire, et qui a tenu bon jusqu'à très longtemps. Van a pu croire en son maintien. À la dernière journée, techniquement, ils n'étaient pas mathématiquement relégués, malgré ce déplacement à l'IBB. Et Van a été le promu le plus intéressant depuis très longtemps en top 14, avec une saison vraiment où ils ont accroché du monde. Ils sont allés gagner des points à l'extérieur. Je pense à la victoire à La Rochelle notamment. Ils ont accroché longtemps à domicile malgré tout. Ça a été une excellente saison de la part des Vantais, un promu qu'on n'attendait pas à ce niveau-là perso, avec des petites révélations, des joueurs intéressants aussi. C'est vraiment une... J'ai pas envie de les mettre dans le top saison parce que finalement ils descendent, mais c'est
tu as les attentes de Vannes et que tu réponds de cette manière-là, c'est quand même très très solide. Bah, c'est une bonne saison. Ça reste une bonne saison pour Vannes parce que forcément, on leur promettait l'enfer, et moi le premier, je me disais, mais voilà, bon, c'est une équipe qui a essayé de faire un recrutement assez intelligent avec leurs moyens. C'est toujours très compliqué quand tu as le plus petit budget de la division et que tu essaies de contacter des garçons en leur disant, bon, mais par contre, la première année, on va jouer le maintien. Bon, forcément que les joueurs, ils se disent, est-ce que je peux pas aller voir ailleurs? Est-ce que je peux pas aller chercher un club qui joue une qualification? Mais finalement, voilà, ils étaient vraiment dans les clous jusqu'à la dernière journée. Hein. Franchement, bon, mathématiquement, ça devenait très compliqué, mais on va dire avant-dernière journée, on pensait que la seconde partie de saison allait être cauchemardesque. Et finalement, elle a été bonne parce que en plus de ça, c'est une équipe qui a fait du jeu. Vraiment, c'est une équipe, voilà, avec des trois quarts intéressants. Je pense à Rayassi, voilà, qui ira sans doute du côté de l'UBB, mais qui est un joueur extrêmement intéressant. Ils ont été emmenés par un super buteur, Maxime Lafage. Voilà, il y a des joueurs qui étaient installés en Pro D2. Je pense à Paul Surano aussi, qui s'est vraiment épanoui, je pense, en top 14. Le jeune Robin Tacola. Enfin, vraiment, c'est une équipe qui a été intéressante, qui a été plaisante à voir jouer, qui s'est pas défilée. Il y a certains moments où voilà, il a fallu faire un peu l'impasse sur certains matchs parce qu'il fallait faire tourner aussi. Il y avait cette question de GIF, donc il fallait intégrer voilà des jeunes joueurs, des joueurs qui jouaient qui jouaient peu, pardon. Et voilà. Après, ils ont perdu des matchs. J'ai envie de dire qu'ils n'auraient pas dû perdre ce match face à Clermont. Ils ont ce match nul face à Perpignan. Honnêtement, je pense que ça leur plombe la saison. Je ne comprends toujours pas comment ils ont pu faire ce match nul là. Et on a aussi beaucoup parlé du contenu. C'est une équipe qui faisait du jeu, oui, mais qui en a trop fait. Ouais. Sincèrement, parfois il fallait vraiment prendre les points. Ils ont voulu jouer à la main. Alors oui, c'est plus spectaculaire. Oui, si ça marque, bon ben on n'a pas cette analyse là. Mais sincèrement, voilà, c'est pas une question de promu, c'est une question d'intelligence de jeu. Il y a quand même un coach qui est ultra expérimenté. Il y a des joueurs qui ont connu le top niveau, Vunipola, Francis Sailly. Quand on a des points qui se présentent à ce niveau-là, quand on joue le maintien, on doit les prendre. Même si c'est pour rentrer dans le clou d'un bonus défensif, bon, bah, il faut prendre ces points-là. Et malheureusement, parfois, Vannes a voulu trop jouer et s'est brûlé les ailes et a perdu des points assez importants. Voilà. Bon, c'est une équipe qui a encaissé beaucoup de points. Mais encore une fois, ça reste une bonne saison parce que c'est un promu qui s'est pas défilé, un promu qui a embêté quand même beaucoup d'équipes, qui a surpris beaucoup de monde et qui, je pense, bon déjà risque de faire très mal en Pro D2 et quand même risque de revenir. Ils ont goûté au top 14, donc je pense que voilà, maintenant ils connaissent. Il va y avoir aussi des améliorations, peut-être dans les infrastructures, dans pas mal de choses. Mais ça reste une bonne saison. Voilà, on est obligé d'avoir cette analyse-là et même si effectivement c'est le club qui descend, mais compte tenu de ce qu'on pouvait penser en début de saison, et ben voilà, cette équipe de Vannes a été franchement admirable. Pas mal de mouvements, hein. Pas mal de prolongations, pas mal de départs, quelques arrivées. On verra ce que ça va donner en Pro D2. On verra le futur premier également Montauban l'an prochain, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que ces Vannetais ont été vraiment assez performants et je pense que tu as très très bien résumé la saison de Vannes. Au classement de top 14, bon voilà, c'est la pire équipe à domicile, mais c'est surtout en début de saison qui a fait mal, ils ont eu du mal à se lancer et après ça allait mieux, ils sont allés gratter quand même pas mal de points à l'extérieur, 10 points à l'extérieur pris pour un promu, c'est quand même plutôt solide, donc très très intéressant de la part de Vannes qui nous a plu cette saison, qui a fait partie de ces équipes nous glissant un petit peu de suspense, quittant parfois cette place de 14e. On va les mettre dans bonne saison tout de même, malgré la descente. Par contre, La Rochelle, ça c'est un autre débat. C'est une saison qui était longue pour les Rochelais. On a beaucoup parlé de La Rochelle cette saison. On avait évoqué sur la tirage de début de saison, je me souviens, une potentielle fin de cycle pour les Rochelais. Beaucoup d'irrégularités, un jeu très pauvre parfois, une communication pas très compréhensible de la part de certains membres du staff. Et La Rochelle est passée complètement à côté de sa saison, vivant un hiver notamment très très compliqué. Il y a eu un petit rebond en fin de saison auquel on s'est dit alors peut-être accrocher les 6 et finalement ils sont plantés à Pau et donc ils sont sortis du top 6 à la dernière journée, mais est-ce qu'ils méritaient réellement d'y être, ces Rochers, dans le top 6 au vu de cette saison complète?
Bah, peut-être pas. Il y a eu aucun objectif a été atteint, hein, parce que même en Coupe d'Europe, qui était la force de La Rochelle, ça n'a pas fonctionné. Et résultat, ben, La Rochelle termine à une 7e place. Une saison, bon, je pense que l'an prochain, La Rochelle ne fera pas la même saison quand on voit ce qui doit arriver sur le papier du côté de Marcel de Flandre. Un Marcel de Flandre qui n'est même plus resté forteresse imprenable. Tu perds des points à domicile. On a le match contre Vannes notamment. Ouais, saison ratée de La Rochelle. Ça aurait pu être pire quand on voyait la série, notamment cet hiver, il me semble, où ils ont enchaîné voilà, cette partie entre janvier et le 5 avril, avec cette défaite à domicile contre le Munster en Champions, où c'était que du rouge, c'était très très mauvais. Ronan O'Gara a failli peut-être passer à la trappe, je ne sais pas. Ouais, saison compliquée pour La Rochelle, qui prend quand même, qui a pris une sacrée déception, une sacrée claque dans la gueule cette saison. Ouais, avec cette 7e place, il passe de la catégorie Stade français à Faiblard, quoi. Donc ils s'en sortent assez bien. Et oui, on va commencer dans l'ordre antéchronologique, mais ils auraient pu revenir très fort. C'est vrai que sur cette fin de saison, on se disait pourquoi pas. Ils ont eu cet enchaînement de victoires là entre avril et mai. On se disait attention parce que c'est une équipe qui a l'habitude aussi de faire ça. L'an dernier, ça a été un peu pareil. Les cadres avaient retrouvé leur niveau habituel. Et La Rochelle s'était peut-être appuyé sur des choses un peu plus simples. Et on se disait, bon, ben, si cette équipe arrive en barrage, elle peut faire mal parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'il y a de la puissance. Et en fait, bon, il n'y a pas eu de qualification. Et j'ai envie de dire, c'est presque un mal pour un bien parce que voilà, il fallait vraiment qu'il y ait cette prise de conscience à La Rochelle. Je sais pas pourquoi certains supporters rochelais, même si c'est compliqué d'aller chercher des analyses de supporters, mais disaient non, c'est pas une fin de cycle. Mais comment on peut dire ça? Honnêtement, il y a eu quoi? Il y a eu une ou deux recrues. C'était Kane Douglas qui a quand même 36 ans. Alors c'est un sacré client, oui, bien sûr. Enfin, quand même, quand on va chercher un ou deux joueurs dont on a des garanties, c'est quand même un peu inquiétant. Donc voilà, alors il y a eu des sélectionnés, il y a eu des absents très importants. Aldritz, Kelton à une période, ça a fait un peu de mal. Il y a eu Kerbarlow aussi absent. Donc ça a été très compliqué. Franchement pour La Rochelle, c'était même honteux ce que cette équipe-là proposait en décembre notamment sur cette fin d'année 2024. Comme tu l'as dit, je pense que oui. Ronan O'Gara était vraiment en danger, il le sentait, on s'en souvient même quand il retrouve la victoire, je crois que c'était face à Bayonne, Sébastien Boboul qui avait les larmes aux yeux, ça veut dire quelque chose, Alors, je pense que la direction rochelaise n'a pas voulu prendre de décision pour limoger peut-être son entraîneur principal, alors que je pense que d'autres clubs n'auraient pas hésité. Bon, finalement, ils ont eu raison parce que derrière, l'équipe s'est un peu améliorée, c'était pas compliqué, mais ils ont eu chaud. Franchement, ils ont eu très très chaud. Et là, il est grand temps quand même qu'une nouvelle page s'ouvre avec des arrivées qui, franchement, seront à suivre. On pense à Le Garec, on pense à Nignashvili, voilà, et les deux jeunes, Pacom et Laguivala, qui ont été excellents cette saison en Pro D2, ça va être intéressant. Alors peut-être qu'il y aura un ou deux renforts supplémentaires, je pense. Devant, ça me semble un peu compliqué, non? Ouais, ouais, parce que bon, ils ont pas mal dégraissé, ils perdent quand même des salaires importants. Hein. Colombe, Carbarlo, Teddy Thomas par exemple, mais il va falloir peut-être aller chercher un ou deux joueurs supplémentaires. Peut-être qu'il y aura aussi des jeunes. Hein. Il y a les espoirs qui ont fait plutôt une bonne saison. Mais ouais, ils ont vraiment eu très chaud cette saison et voilà, c'est pour ça qu'on va les mettre dans faiblard, mais c'est vraiment un avertissement pour les Rochelais qui s'en sortent bien sur cette fin de saison. Exactement, et c'est vrai que les lignes arrière de La Rochelle l'an prochain, ça va être à suivre parce que c'est quand même sur le papier assez sympathique. En tout cas avec notamment l'arrivée de Le Garec et d'une Nignashvili. Bon, faiblard pour La Rochelle évidemment. Voilà, attention, mais on a beaucoup parlé de La Rochelle cette saison. On avait fait une vidéo dédiée l'hiver dernier sur le stade Rochelais. Vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas, supporter Rochelais, à partager votre avis. Passons au finaliste. Le finaliste déchu, une nouvelle fois, l'Union Bordeaux-Bègles, qui a fait une saison plutôt pleine quand même. Victorieux en Champions Cup, victorieux chez les espoirs, victorieuse chez les féminines. Bon, à Bordeaux, ça a quasiment tout raflé et c'est tombé sur un os en finale de top 14 du Stade Toulousain. L'UBB,
Bah, on se posait la question en début de saison, comment ils allaient se relever de la claque qu'ils avaient pris en finale l'an passé. Bah, ils l'ont plutôt bien fait, ils ont plutôt été solides sur ça, avec un turnover de la part de Yannick Boy qui a été bien mieux orchestré. Ils ont utilisé énormément de joueurs, je ne me souviens plus le nombre exact du nombre de joueurs utilisés par l'Union Bordeaux-Bègles, et c'est beaucoup plus que l'an passé, parce que évidemment tu as un effectif peut-être un peu plus consistant que l'an dernier, tu arrivé moins cramé, surtout en fin de saison. Et c'était le plus important, c'est ce qui avait coûté cher à Bordeaux l'année dernière. Et Bordeaux fait un très très beau deuxième, un très très beau vice-champion. Nous a offert une finale d'anthologie contre le Stade Toulousain. Hop, j'ai affiché trop de trucs sur l'écran, c'est dégueulasse. Hop, c'est mieux, voilà. Avec des joueurs qui ont été juste stratosphériques. La charnière Lucu-Jalibert a été à un niveau dantesque. Louis Bielbiarré, évidemment, nous n'allons pas l'oublier, 13 essais, meilleur marqueur du top 14, a été très solide. On a souvent parlé de Caso, on a souvent parlé d'Huberti, on a parlé de Porter, on a parlé de Moefana. Bref, c'est une équipe qui fait une top saison. Qui vont amener certains jeunes aussi l'an prochain qui vont être intéressants à suivre. Bon, pour Bordeaux, voilà, il manque toujours ce petit truc. On se demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les battre le Stade Toulousain finalement. Ouais, mais ils passent pas loin. L'an dernier, 59-3. Là, cette année, tu meurs à 6, voire 3 points, parce que la dernière pénalité, comme l'a dit Maxime Lucu, elle est anecdotique. Mais non, oui, en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est se dire, l'an dernier, en finale, ils se font écraser. Tu te dis psychologiquement, là, ça va être compliqué. Et finalement, il y a eu un gros travail du staff, il y a eu un beau travail en termes de recrutement. Et derrière, il y a une nouvelle dynamique qui s'est installée. Et derrière, ils vont chercher déjà un titre en Champions Cup. Donc ça, c'est monstrueux. On sait que c'est une compétition qui est compliquée, alors qui est assez curieuse finalement, où honnêtement, je pense que même en étant catastrophique, tu peux te qualifier en phase finale, mais derrière, il fallait aller gagner ces matchs-là, et ils l'ont fait, ils ont décroché ce trophée, donc ça, c'était énorme. Ils ont joué sur les deux tableaux. Derrière, il fallait récupérer, décuver aussi un petit peu, sans mauvais jeu de mots, pour reprendre le top 14, et ils ont fini en trombe, et ils terminent pas loin d'être champion de France et de réaliser un doublé historique. Donc c'est une top saison. Comme tu l'as dit, beaucoup de joueurs utilisés, des joueurs qui ont su, alors peut-être pas tout le temps, mais qui ont su en tout cas remplacer notamment les internationaux. Voilà, même si Carbery reste une déception, par exemple en 10, mais derrière, voilà, Van Rensburg, top joueur. On n'a pas trop vu Rébier, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Thémo Mathieu aussi, qui avait fait une très bonne première partie de saison. Et puis c'est une équipe qui a progressé aussi dans des secteurs importants. C'est vrai que moi j'avais noté des progrès en mêlée notamment. Bon, forcément tu t'appuyais quasiment que sur Bentama et Funa, mais c'est vrai qu'il y a eu du mieux, notamment en Champions Cup. Ensuite, bon, ça a explosé complètement en finale de top 14, mais il y a eu du mieux. Et la touche aussi, quand on se souvient du début de saison, c'était vraiment très très compliqué, et il termine très bien. Alors les défenses sur ballon porté, c'est un peu plus compliqué, mais par contre, voilà, tu as pu t'appuyer sur un Guido Petit aussi qui était royal dans les airs. Donc voilà, ça reste vraiment une très bonne saison. Il y a des jeunes effectivement qui ont brillé, des jeunes, on le rappelle, qui sont champions de France devant Toulon. On en a vu quelques-uns, le jeune Nguyen Bous qui malheureusement s'était blessé, Yone Chigaray bien sûr. Il y en a d'autres qui vont venir sans aucun problème. Donc voilà, top saison franchement pour l'UBB, qui meurt pas très loin, mais franchement ils reviendront. Ça peut nous offrir la rivalité de la décennie, hein. On sait pas, avec Toulouse, on verra, mais en tout cas les confrontations ont toujours été bien sympathiques entre les deux formations, et Chegaray, et c'est le plus rapide du top 14 cette saison. Pour finir avec Bordeaux, voilà, ça évoque la prolongation de Damien Penaud, peut-être de Maxime Lucu également, qui a été encore une fois stratosphérique samedi dernier. Qu'est-ce que j'aime ce mec. Et au niveau des recrutements, parce qu'il y a aussi les questions qui se posent de on fait quoi après. Bordeaux va chercher les jeunes, va chercher aussi Gaëtan Barlow du côté de Castres, va ramener Cameron Woki, peut-être qu'à la touche aussi ça va faire du bien. Il y a le petit Mousquet aussi qui va arriver de Bayonne. Il y a des départs, mais qui sont plutôt bien compensés, non? Je pense, ça va. Ah, et c'est un recrutement très intelligent, hein. Alors attention au jeune Valentin Hutto, demi-mêlée de Massy, 18 ans. Alors il sera pas tout de suite dans le groupe pro, mais je pense qu'il sera rapidement numéro 3.
Donc ça va être un joueur à suivre. Gaëtan Barlow, ouais, tu vas avoir franchement de super talonneurs, hein, avec Connor Sa aussi qui va continuer sa progression, Maxime Lamotte. En deuxième ligne, Boris Palus, c'est un super recrutement parce que c'est un joueur qui est super fiable. Dans le combat, il te faut un joueur comme ça. Tu peux aller à la guerre avec lui, il n'y a aucun problème. Woki, franchement, j'ai presque envie de dire, alors, bon, je suis désolé pour son club formateur, mais c'est presque un enfant du club, presque. C'est un club, c'est un joueur qui est amoureux, hein, de la Gironde, qui a eu du mal sans doute à digérer son départ. Meilleur ami de Mathieu Jalibert, donc voilà, c'est un joueur un peu à relancer, qui a été un peu moins en vue, mais ça va le faire. Jean-Luc Duprez, ça va être du très costaud, hein, un vrai Sud-Africain. Pagerello, c'est du très bon pour pouvoir derrière suppléer Maxime Lucu. Rayassi, top joueur de Vannes. Mousquet, c'est un joueur qui est très très intéressant aussi. À voir comment il va être utilisé, plutôt à l'arrière, plutôt à l'aile, mais il y aura des places à prendre. Franchement, c'est un recrutement très intelligent et j'ai hâte de voir ça. Il y a Louis-Marie aussi qui a été la révélation il y a 2 ans du côté de Dax. Voilà, qui va intégrer aussi la rotation. Ça va être important, hein, aussi de voir devant, parce que c'est peut-être là où l'UBB a pêché un peu. Donc on va voir comment va se comporter notamment le pack l'an prochain. Mais en tout cas, le recrutement est intéressant. Et encore une fois, il faut souligner le travail de Laurent Marty depuis toutes ces années qui est vraiment impressionnant. Et de Yannick Boy aussi qui Aussi. manage au mieux cette équipe de manière forte, intéressante. Allez, Bordeaux, ça part en top saison. On va enchaîner avec le Loup. Le Loup, c'est une petite déception de la deuxième partie de saison. On les attendait très haut. Moi, j'aime bien le Loup. J'aime bien ce qu'il propose. C'est des matchs toujours spectaculaires. C'est une équipe qui veut produire du jeu, qui a une charnière franchement ultra intéressante. Mais la finale de Challenge Cup, où ils avaient un peu tout sacrifié pour y aller, où ils se sont fait un petit peu cartonner par Bath, notamment, malgré l'arbitrage un peu qu'on peut remettre en question, certes, mais la défaite, elle est là, et le Loup a un peu tout perdu sur cette fin de saison, malheureusement, terminant à une 11e place, loin des espérances du top 6 ou du top 8, même, pour essayer de gratter une Champions Cup. C'est dommage, mais franchement, le Loup, c'est une équipe qu'on comprenait pas trop l'an passé, parce qu'on savait pas trop ce qu'ils faisaient, à ne pas gagner à l'extérieur, essayer de prendre des points à droite à gauche. C'est une saison un peu plus, avec un peu plus de certitude, avec un effectif qui reste quand même qualitatif. On sent qu'il y a peut-être quelque chose de mieux à faire encore avec le Loup. Ça c'est sûr. Moi aussi, c'est une équipe qui me plaît beaucoup parce que je trouve que la deuxième et troisième ligne est très costaud. La charnière, bien sûr, qu'elle nous plaît à tous. Derrière, il y a quand même des jambes. Alors, par contre, le pack, ça reste un peu léger quand même pour le top 14, je trouve. Mais c'est une équipe qui est un peu difficile à juger cette saison parce que franchement, même en première partie de saison, ils ont eu chaud. Ils ont longtemps, ils ont longtemps flirté avec la zone rouge. Voire ils y ont été, il me semble. Euh, Ils ont eu cet enchaînement catastrophique en octobre-novembre. Et ensuite, l'arrivée de Karim Ghezal a insufflé un nouveau souffle un peu à cette équipe qui est repartie sur des choses un peu plus simples avec une conquête performante, notamment la touche. Et donc on se disait, cette équipe de Lyon avait la possibilité d'entrer dans les qualifiés. Ils y étaient même, je crois, Ils y je me étaient. demande si c'est pas à 2 journées de la fin peut-être, ou je me Ben demande si même ouais, à il me semble qu'après la demi contre le Racing, ils sont dedans, hein. ouais, ils sont dedans et honnêtement ils sont pas loin. On se dit Karim Ghezal franchement a réussi presque un sacré pari que de qualifier cette équipe. Et finalement, ouais, ils ont tout perdu parce que je trouve que la gestion, alors, bon, il y a eu comment dire, des explications, des arguments qui ont été avancés. Moi, j'y crois pas vraiment, mais faire tourner face à Pau à domicile sur un match super important, alors que 2 semaines après, tu jouais quand même une finale de Challenge Cup. Ça a été un très mauvais choix. Derrière, ils ont perdu à domicile et derrière, comme tu l'as dit, ils ont tout perdu. Donc c'est vraiment c'est vraiment dommage pour Lyon, mais à la fois, j'ai envie de dire qu'ils sont aussi un petit peu c'est toujours compliqué de juger Lyon. Voilà, ils arrivent à se qualifier. Parfois, ils n'arrivent pas du tout à se qualifier. Là, ils ont eu chaud. Là, ils étaient proches de se qualifier. C'est une équipe qui est régulière, qui compte aussi chaque année un nombre de blessés. C'est assez hallucinant. Mais voilà, je pense qu'ils ont largement les moyens de faire mieux. C'est une équipe qui travaille assez intelligemment sur son recrutement, qui a des moyens.
Donc voilà, on verra ce qu'ils vont faire la saison prochaine parce que moi le recrutement me plaît, je le trouve très intelligent. Mais sur cette saison, on va dire assez faiblard quand même parce que même s'il y a eu du mieux avec l'arrivée de Guézal, ils perdent tout à la fin et c'est vraiment dommage, il y a des regrets je pense. Oui, il y a des regrets. J'ai regardé 22e journée, donc à 4 journées de la fin, Lyon est à égalité avec Clermont qui est 6e. Donc en gros, ils sont Ouais, voilà, une donc, course dans les oui. 6. Voilà, c'est dommage, oui, ils ont vraiment tout perdu sur cette fin de saison. Est-ce qu'on n'est pas dans Moyennas ou est-ce qu'on attendait vraiment un peu plus du loup? Bah, j'ai envie de dire oui parce que j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire oui parce que c'est pas forcément une surprise non plus de retrouver cette équipe-là. Comme je le dis, si elle est 6e, c'est pas étonnant. Si elle est 11e, c'est pas étonnant Oui, non voilà plus. ça. Donc, ouais, on va dire que La Rochelle, on en attend beaucoup plus. Lyon, est-ce qu'on en attend beaucoup plus? Je sais pas vraiment. Ça remplit un peu la catégorie Moyennas. Par contre, là, à mon avis, bon, je les glisse tout de suite ici, comme ça, voilà, et je te laisse sur le Stade Français, hein, parce que voilà, tu les suis au quotidien. Bon, saison complètement foirée, je te laisse faire. Tous les étages du club, ça a merdé cette saison. Pouf, saison lamentable. Je sais pas ce qu'on peut dire de mieux, franchement. Oui, il y a cette joie du maintien, mais alors avec le Stade Français, qui a l'un des plus gros budgets de la division, si tu te contentes d'un maintien, c'est quand même gravissime. Voilà, l'an dernier, il y a quand même beaucoup de promesses parce que tu arrives en demi-finale, tu te dis bon, on a un contenu qui parfois peut embêter les gens parce qu'on n'est pas une équipe très offensive, donc on va faire en sorte de recruter des joueurs assez mobiles, assez dynamiques, des flèches, des joueurs intéressants comme Ezeala, comme Jonas, comme Storti, Tanga aussi. Et en fait, cette saison, on n'a rien vu. C'est-à-dire que ce qui a sauvé presque la saison du Stade Français, c'est la mêlée. Et encore, il y a eu beaucoup de blessés, mais Abramichvili, quand il a joué, il a tenu la corde. Melikidze, franchement, dès qu'il a joué, ça a été solide. Évidemment, les frères Allo-Emile, hein, qui sont, je pense, à leur poste les meilleurs dans le secteur de la mêlée fermée. La touche, parfois, a été assez bonne. Mais alors, pour le reste, ça a été faible, mais faible. J'ai vraiment rarement vu ça. C'était une équipe qui jouait, pardon pour l'expression, mais quasiment avec la crotte au cul à tous les matchs, quoi. C'est-à-dire que cette équipe n'avait pas de mental. Elle avait pas de mental. Bon, alors, je crois que le match le plus parlant, c'est ce match à Clermont, où ils mènent. Ils mènent avec un petit écart aussi assez important. En tout cas, ils avaient creusé l'écart. Alors, ils prennent une torgnole, je sais plus, en 20 minutes, combien de points ils prennent. Mais ils prennent, je crois, pas loin de 40 points. Enfin, c'est hallucinant. Et cette équipe-là, voilà, a eu peur toute la saison, a eu peur de gagner avec des secondes périodes qui ont été nullissimes, des joueurs qui ont déçu, pas mal de changements aussi dans l'effectif à cause, oui, des blessés, mais aussi des méformes. On a eu du mal à installer une charnière. Derrière, on savait pas trop comment qui aligner où. Le joueur peut-être le plus intéressant et qui pouvait débloquer les situations, Dakuwaka, n'a pas beaucoup joué, donc on se demandait un peu pourquoi. Enfin, vraiment, ça a été vraiment un calvaire pour le Stade Français cette saison, mais c'est absolument indigne d'une équipe qui a l'un des plus gros budgets de la division. C'est vraiment pas possible de réaliser une saison comme ça. Franchement, bravo aux supporters qui ont eu le courage de suivre cette équipe aux quatre coins de la France ou à Jambouin ou derrière l'écran. Parce que franchement, je pense qu'il fallait pas être cardiaque. Et puis tu le montres, hein, mais ce classement à l'extérieur, c'est 2 waouh. points. C'est franchement 2 points à l'extérieur. tu gagnes pas un match, quoi. Tu gagnes pas un match à l'extérieur et même Vannes qui est promu arrive à en gagner 2. Ouais, c'est chaud. Et heureusement, ils ont gagné les matchs qu'il fallait. Je pense à ce match face à Bayonne à domicile. Il y a ce match évidemment face à Castres. Heureusement qu'ils en gagnent quelques-uns. Oui, oui, ce match contre Lyon aussi, hein, parce que franchement, waouh, heureusement. Mais non, honnêtement, c'est saison lamentable, donc catégorie Stade Français, et il faudrait pas que ça fasse une deuxième saison comme ça. Maintenant, on va voir aussi comment ça va se passer sur le plan bon, sportif, oui, mais aussi extra-sportif, Oui. parce qu'ils vont partager leur stade avec le Paris FC. J'ai du mal à comprendre un petit peu la logistique. Mais j'aimerais pas être le mec qui veut calendrier.
Calendrier Ligue 1 est sorti, donc comme ça au moins ils pourront faire celui de top 14. Moi ce que je ne comprends pas, c'est que moi je croyais qu'en Ligue 1 c'était interdit de mettre du synthétique pour les professionnels. Donc est-ce qu'on va changer la pelouse ou... Ah bah, il y a sans doute, mais de toute façon, Si on repasse sur de l'herbe, voilà, c'est pas pareil que du synthé. ouais, bah après, bon, je sais pas si ça a aidé le Stade Français de Oui, jouer sur synthétique c'est cette vrai. saison, sachant qu'ils n'avaient pas du tout un jeu porté vers ça. Mais bon, le recrutement pour le moment, il est assez intéressant. Alors Enzo Hervé, je crois que ça va pas se faire. Il ne voudrait pas venir. Maintenant, oui, bon, Paiva, je pense que c'est aussi pour se relancer. Carbarlo, je pense que c'est une valeur sûre et c'est ce qu'il fallait à ce poste parce que au poste de demi-mêlée, Brad Weber a déçu, mais je pense sincèrement que c'est pas forcément le Brad Weber le problème, c'est plutôt le plan de jeu. Tanivili, c'est quand même un gros pari. On lui donne une C'était ton chance, une joueur à deuxième, une suivre. troisième, une quatrième. Était un de tes joueurs Ouais, à suivre mais à Vannes. oui, mais oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il fait 5 bons matchs Ouais. par saison. On s'emballe et en fait derrière c'est compliqué quoi. Et quand on sait que à Paris il y a quand même pas mal de boîtes de nuit et on fait quand même pas mal la fête, va falloir faire attention. Et bien sûr, tous les regards sont portés vers Noah Néné, voilà, qui va devoir s'imposer au poste de centre. Ça va être un peu l'attraction de la saison, mais bon, c'est quand même, il va pas falloir mettre aussi la pression sur un gamin de 20 ans, comme Léo Barré a pu avoir la pression cette saison. Il va falloir vraiment que le collectif se mette au diapason, parce que sinon, ça risque de piquer. L'impression qu'il sera dans les joueurs à suivre dans l'année de Thalys. Je dis pas ça parce qu'il a fait une très haute saison à Dax. Ouais, bien sûr. Bien sûr, alors déjà, il soigne une blessure et une opération à une épaule. C'est un joueur voilà, qui a besoin de prendre un peu d'épaisseur, mais forcément, quand on voit les exploits qu'il a pu faire à Dax en Pro D2, on se dit que c'est un joueur vraiment très performant. On va parler de Dax aussi, hein, parce qu'il se passe des choses, il y a des petits changements à droite à gauche quand même à Dax. Hein. Attention. Le Fiat. Je voulais pas un autre truc au Stade Français. Oui, c'était une petite stat que je suis tombé dessus avant la finale. Parce que sur les 6 dernières saisons, 11 des 12 finalistes qui ont fini dans les deux premières places de top 14, il n'y en a évidemment qu'un qui n'a pas eu cette statistique pour lui. C'était le Stade Français l'an passé. Voilà. Donc, ça, c'est quand même terrible. C'est la seule équipe qui n'a pas profité d'être dans les deux pour aller directement, si c'est en finale, puisqu'il y avait eu la défaite contre l'Union Bordeaux-Bègles en 2000 l'an passé. Pour le Stade Français, et en plus, on n'a même pas eu de surprise, c'est que dès le début de saison, ils ont pris une pilule à Bordeaux, parce qu'ils en prennent 46, je crois. Donc Ouais. vraiment, il n'y a jamais eu d'espoir quelconque pour le Stade Français, qui est évidemment dans la pire catégorie de cette tier list. Passons à la section paloise. Pareil, équipe spectacle. Équipe qui nous offre des matchs à rebondissement, des points, qui est la bonne équipe de milieu de tableau de top 14, qui est aussi entre lutte pour le maintien et lutte pour le top 6. Finalement, Pau arrache une 8ème place et donc une qualification en Champions Cup, c'est quand même à souligner pour la section. Qui voilà, a eu longtemps une lutte pour le maintien, qui s'est décroché quand même assez vite du wagon du bas, pour aller titiller en haut, mais Pau est en vrai, j'ai envie de dire, à sa place, quoi. C'est-à-dire vraiment dans ce ventre mou du top 14, sans faire pour autant une mauvaise saison. Ils ont été plutôt intéressants, les Palois. C'est une équipe qui a pris des points à l'extérieur, on le voyait, 5ème meilleure équipe de top 14 à l'extérieur, 17 points pris, 3 victoires, et après c'est des bonus. Voilà, Pau a fait du Pau, on s'attendait peut-être pas à les voir aussi haut, mais finalement ils ont répondu présent, et c'est vrai qu'après la saison de l'an passé, il fallait savoir enchaîner pour la section. Alors, ils sont à leur place, oui et non, parce que si on lit le classement comme ça, oui, on se dit, Oui. bon, ben, Pau, il n'y a rien d'étonnant, mais par contre, quand on regarde les points d'écart par rapport à la 6ème place, on se dit que Pau, jusqu'à la dernière seconde, aurait pu se qualifier. Et c'est pour ça que moi, je vais quand même mettre bonne saison pour Pau, et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que effectivement, ils sont vraiment pas loin de la 6ème place. Comme tu l'as dit, ça a été la 5e meilleure équipe à l'extérieur, et c'est une équipe qui a souvent eu du mal à l'extérieur, mais qui, par exemple, au Hameau, était relativement solide. Mais encore une fois, il y a un jeu qui était ultra attractif, avec une ligne de 3/4 très intéressante. La preuve, Thibaut Daubagna, bon, c'est pas le joueur le plus connu, c'est un vrai Palois. Il est là depuis les années Pro D2. Il est appelé avec le 15 de France pour la tournée d'été en Nouvelle-Zélande. Récompensé, ça veut dire quelque chose. Axel Despérez, qui a remplacé au pied levé Joe Simons, même s'il a essuyé quelques critiques, il a été intéressant. Le jeune Bro Boiry,
que pas grand monde connaissait, il s'est installé au poste de premier centre. Ça a été un super joueur. Ati Sogbe, comment en parler? Moi, c'est un joueur qui me régale. C'est un des meilleurs trois quarts du championnat. Gailleton, n'en parlons pas. Ils sont Maddox. tous jeunes en plus. Que des jeunes en plus. C'est ça qui De est bien. quoi? C'est beaucoup de jeunes joueurs, voilà. c'est ça qui est bien en plus. Effectivement. Et la dernière chose de pourquoi je les mettrais en bonne saison, c'est que là aussi, c'est un club qui a vécu une saison en enfer d'un point de vue blessure. Oui. Sincèrement, à un moment donné, on s'est dit, mais il y avait quasiment une équipe type qui était absente. Il y avait déjà des petits problèmes, je pense, en première ligne. Voilà, est-ce que ces joueurs-là ont le niveau tous du top 14? Je n'en suis pas sûr. Mais derrière, les troisième lignes se sont blessés à répétition. Tagivalou, Gorgadze, Whitelock. Il y a eu Kapoku aussi. Il y a eu la mise à l'écart de Rhys et Watt. Ça a été compliqué derrière. Ils ont eu des blessés. Simon s'était blessé au dernier moment. On a eu très peur pour la fin de saison de Pau. Franchement, ils ont pas eu de Pau. Mais finalement, ils ont réussi à faire une grande saison par leur jeu, par aussi une troisième ligne très intéressante. Je pense à Loïc Credos, qui est pour moi peut-être l'un des meilleurs joueurs de la saison côté palois, avec Beka Gorgadze, bien sûr, qui lui, je pense qu'il fait partie des tout meilleurs troisième lignes du championnat, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais Loïc Credos, voilà, c'est un joueur un peu de l'ombre, mais franchement hyper intéressant, très costaud. Très bon défenseur, très intelligent dans le jeu. Donc voilà, c'est pour ça moi j'ai envie un petit peu d'encourager Pau, parce que je l'ai souvent dit, mais je pensais que cette équipe-là allait craquer. Je pensais qu'elle allait vraiment peut-être prendre la place à un moment donné de Perpignan. Je me suis dit, il y a trop de blessés, il n'y a pas forcément beaucoup de profondeur d'effectifs. C'est une équipe qui va lâcher, qui va craquer assez logiquement. Et en fait, non, franchement, elle était proche du top 6. Donc c'est pour ça que je les mettrais en bonne saison. Et tu es en train de le montrer, mais ils ont fait aussi un recrutement qui est intelligent, avec peut-être un peu plus de robustesse, des joueurs voilà, qui ont le niveau top 14, pas des joueurs un peu, ce qu'on appelle des joueurs un peu paris. Mais voilà, Montoya, je pense qu'il va gratter un nombre de ballons incalculable cette saison. Laclayette qui a besoin aussi de s'imposer, parce que c'est un joueur que l'on attend, qui est un peu déçu au Racing. Et Issa qui aussi faisait une très bonne saison avec Toulon, qui a repris aussi pas mal de confiance. Donc voilà. Mais c'est pour ça que j'ai envie de les mettre en bonne saison, c'est parce qu'il y a tous ces facteurs-là, il y a ce top 6 qui n'est pas loin, et ce nombre de blessés qui a failli les plomber, quoi. Effectivement, et on reparlera d'une équipe qui a été jonchée par les blessures juste après, enfin non, même là, juste en fait, on va enchaîner par plusieurs équipes qui ont été plombées par des blessures, à commencer par le champion en titre et le triple champion désormais de France, le Stade Toulousain. Toulouse, mine de rien, en fait, on a beaucoup dit de choses sur Toulouse. On a dit que c'était compliqué, parfois dans le jeu un peu poussif. Voilà, ça a été une saison compliquée qui a été aussi jonchée par des affaires extrasportives, des drames et des affaires aussi de sous. Hein, on pense à l'affaire Melvin Jaminet notamment. Sur le terrain, ça a été un petit peu parfois un peu poussif, il y a eu pas mal de blessures, Dupont, Capozzo, Monvaquin, on les a souvent cités, voilà, mais finalement Toulouse est première de saison régulière et champion de top 14 à la fin. C'est un club qui est clutch. Sur les 11 dernières finales qu'a disputé le Stade Toulousain, elle en a gagné 11. Toulouse est invaincu en finale, toutes compétitions confondues, depuis le Munster en 2008, donc c'est dire à quel point Toulouse continue de rouler sa bosse. Et pourtant, on écoutait un Julien Marchand à la fin de la finale de Top 14 samedi qui disait que c'était le plus beau, c'était sa plus belle finale, c'était le plus beau titre de Toulouse depuis, limite sous les Hugo Mola peut-être. C'est vrai qu'il est complètement différent de celui de l'an passé, où l'an passé c'était l'avènement d'un collectif, d'un 15, même d'un groupe total qui était absolument monstrueux, un rouleau compresseur, et je pense que c'est l'une des meilleures équipes sportives qu'on ait vu, tout sport confondu, le Toulouse de 2024, tellement c'était dominant et fort. Cette saison, ils en ont chié. Mais ils sont quand même leaders, ils sont quand même champions à la fin. Et ils ont montré de la ressource que ils n'avaient pas forcément à montrer les saisons précédentes. Bon, voilà, Toulouse est champion de France, Toulouse enchaîne et Toulouse fait du Toulouse, quoi. Bah ouais, on est plus étonné, mais ouais, moi j'ai envie de dire à Hugo Mola que c'est un génie. Enfin, honnêtement, arriver à faire ça chaque année à Toulouse. Alors oui, certains diront oui, mais il a l'effectif pour. Ouais, mais il faut se dire aussi que quand il a repris le club après Guinoves, ça a été compliqué, hein. C'était une équipe qui était même qui flirtait presque avec la zone rouge. Il y avait des joueurs qui arrivaient en bout de course, des joueurs historiques. Donc il a fallu reprendre cette équipe-là.
et construire. La première saison, on le rappelle, hein, mais la plupart des supporters toulousains demandaient quasiment sa tête parce qu'ils se disaient mais Mola c'est pas du tout l'homme de la situation. Et quand on voit où en est le Stade Toulousain aujourd'hui, ben on se dit c'est assez, enfin c'est juste hallucinant quoi. Record Donc de points franchement, cette saison en plus. Hein. ouais c'est sûr. Et en plus de ça, quand Hugo Mola parlait de saison en enfer, il a raison. Il a raison. C'est sûr que les gens qui lisent ça sans trop regarder les détails à côté, bon, ils vont se dire mais il rigole ou quoi. Bah non, honnêtement, forcément il y a la blessure de Dupont. Dupont, même s'il y a énormément de ressources dans cette équipe, Dupont c'est quand même le meilleur joueur de Toulouse, de France et peut-être du monde, et même sûrement du monde. T'as Movaca qui s'est blessé, Capozzo qui s'est blessé, Roumat aussi s'est blessé en fin de saison. Il y a eu Meafou qui était moins bien. Baye en début de saison est revenu. Lolala, bon, ça reste une déception, mais il s'est blessé. Enfin, il était tout le temps blessé. Kinghorn s'était blessé. Enfin, ils ont vraiment eu ouais la poisse cette saison. Ça leur est tombé dessus. Et ça a été compliqué. Bien sûr, il y a eu le décès du petit Mehdi Nargissi, même si c'est pas un joueur qui était dans l'équipe première. Tous les joueurs ont été très touchés par ça. Et franchement, il faut aussi saluer le Stade Toulousain et notamment le président Didier Lacroix qui est vraiment au soutien des parents du petit Mehdi. Donc ça, bravo. Il y a eu cette affaire de salary cap. Alors là, pour le coup, on dit pas bravo au Stade Toulousain, mais ça fait partie aussi du package. Il y a eu le décès malheureusement de la femme de Joe Tekori, qui est extrêmement apprécié et appréciable donc à Toulouse. Voilà, c'est un garçon qui est juste extraordinaire. Donc tout le groupe a été touché et ça a été très émouvant de voir aussi les joueurs un peu en pleurs dans les bras de Tekori et de voir Tekori justement en pleurs à la fin du match. Et Hugo Mola n'a pas oublié de les saluer. Donc voilà, tout ça pour dire que ça a quand même été une saison qui n'a pas été simple, même si voilà, c'est une équipe qui malgré tout termine première, qui bon alors a chuté en Champions Cup, mais qui en top 14 voilà n'a pas roulé sur toutes les équipes parce que le contenu était peut-être un peu moins bon, il y a eu peut-être un peu plus d'irrégularité dans le jeu, mais en tout cas il y a eu un matelas de points assez confortable pour assurer une demi-finale rapidement, et puis il y a eu aussi une drôle de montée en puissance avec une demi-finale assez moyenne face à une équipe de Bayonne accrocheuse, et ensuite une finale où là tu te dis franchement ils ont vachement élevé leur niveau de jeu. Donc voilà, forcément c'est une top saison pour Toulouse, mais ils en ont quand même chié, ils en ont quand même sué. Ça n'a pas été simple. Ils ont vécu quand même pas mal de choses compliquées, donc c'est aussi pour ça que ça rajoute quelque chose à cette saison qui était vraiment particulière. Ah oui, ça c'est clair. Je suis impressionné par la faculté de ces équipes clutch comme ça, dès qu'il y a une finale, dès qu'il y a un match comme ça en jeu, à l'élever pour tuer tout suspense. Enfin, le suspense, il y en a eu longtemps, mais pour aller chercher ce qu'il fallait et pour gagner les titres qu'il fallait gagner. Et c'est pour ça que ce UBB Toulouse, je pense qu'il va continuer à nous plaire ces prochaines saisons, parce que si les deux équipes restent à un tel niveau, je pense qu'on peut se régaler, à voir s'il y a des retours de d'autres clubs qui peuvent aller titiller ces deux-là, parce que ça peut nous offrir un sacré top 14. Grosse mention à Thomas Ramos, quand même, qui, avec la blessure Antoine Dupont, a dû prendre limite le lead, même si ça reste un leader cadre de vestiaire. Il a quand même fait une saison fantastique. Et puis, finalement, on voit la ressource de l'effectif de Toulouse, où tu perds Dupont, tu dois compter sur Garou, tu dois compter sur Saito, tu dois compter... voilà, t'as Barassi qui a pris aussi ses aises, t'as des jeunes qui ont montré beaucoup de choses. Bon, t'as cette polyvalence d'effectifs. Moi, je suis impressionné par Jack Willis aussi. Et d'une régularité et d'une force, c'est impressionnant. Mais ouais, voilà. Ça, c'est Toulouse et ça reste extrêmement solide et fort. Voilà. Pour le stade toulousain, on va pouvoir enchaîner. Top saison pour Toulouse, évidemment. Et on va enchaîner avec une équipe qui n'a pas fait une top saison, c'est le Racing. Ouais, il y a 2 saisons en une ou plus. Non, il y a peut-être 4 saisons en une, je pense, pour le Racing, tellement ils ont vécu de choses cette saison. Et tellement de passer de choses, que ce soit sportivement ou extra-sportivement, que je sais même pas où commencer. Les clubs franciliens nous ont quand même régalé par cette saison, mais pas forcément dans le bon sens. Et mine de rien, quand tu regardes juste le classement comme ça en fin de saison, tu vois le Racing qui termine 10ème, bon, pas si loin du top 6, voilà, avec un certain matelas pour le maintien. Mais qu'est-ce que ça a été long pour le Racing cette saison!
ça a été un sketch aussi absolu à tous les étages, quoi. Je me rappelle du bilan de mi-saison qu'on avait fait, c'était catastrophique. Ouais, bah c'est pour ça, j'ai envie de les mettre dans la catégorie Stade Français, même si ils ont quand même un peu relevé la tête. Finalement, ils meurent pas si loin non plus du top 6, ce qui est assez hallucinant. Mais voilà, c'est vrai que je veux pas mettre de côté le bilan de Patrice Colazo parce qu'il a quand même ramené quelque chose, un peu plus de caractère, un peu plus de certitude à cette équipe qui en manquait drôlement. Mais globalement, voilà, ça reste une saison quand même assez indigne pour un club qui était régulièrement dans le top 6. Hein, je crois enfin, ils ont, je sais plus le truc, mais ils étaient quasiment tout le temps dans le top Ouais. 6. Là, bon, bah, ils ont complètement chuté. Ils étaient longtemps dans la zone rouge, avant-dernier. Enfin, vraiment, ça a été une saison catastrophique à tous les étages, avec bon, des problèmes ouais, un peu extrasportifs, des joueurs pas forcément très sérieux non plus. Un Stuart Lancaster qui n'a rien amené non plus. On a l'impression que les joueurs n'ont pas du tout adhéré à son projet de jeu. Un recrutement très moyen. On pense évidemment à Owen Farrell, même si quelque part je suis pas forcément très étonné. Je pense que c'est pas un joueur qui est fait pour le Racing. C'est un joueur qui est fait pour oui, qui est fait justement pour les Saracens. Hein. C'est un joueur typiquement Saracens, mais qui est peut-être fait pour une équipe qui ne produit pas énormément de jeux et qui a besoin d'un joueur très fiable. Voilà, mais quand on voit ce qu'il y a à côté, des Abossi, des Tuisova, des Ficou, voilà, il y a des Naituvi, il y a des joueurs de grand talent qui ont besoin de s'exprimer et qui ne l'ont pas suffisamment fait cette saison. Voilà. Et heureusement, Patrice Colazo, comme je l'ai dit, a amené du caractère, a amené des choses un peu plus simples, un peu comme Karim Ghezal à Lyon, voilà, avec une conquête qui s'est un peu retrouvée. Et heureusement, ça a été chaud, mais franchement, c'est une saison qui est complètement ratée pour le Racing et ouais, complètement ratée. Ouais. Parce qu'on peut attendre du Racing l'an prochain, t'as un certain recrutement, mais est-ce que tous les problèmes en interne sont réglés, quoi? T'as l'impression que ça peut partir de là aussi. Ouais, je pense que oui. Je pense que les problèmes ont été réglés. Maintenant, ils ont quand même perdu Le Garec. Ça, c'est une Ouais. très grosse perte. Et sincèrement, je pense que la saison n'aurait pas été pareille sans lui. Là, je sais pas. Il le remplace par Léo Carbonneau, qui est un joueur dont enfin, il y a des attentes sur Léo Carbonneau. Il fait pas une très bonne saison du côté de Brive. C'est un joueur un peu foufou aussi, qui a besoin peut-être d'un peu de cadre. À voir parce que vraiment le départ de Le Garec risque de faire mal et puis il y a des départs de joueurs historiques, hein, Chavancy notamment, Woki, enfin surtout pas lui, Benarous. Donc il va falloir remplacer ces joueurs-là. Effectivement, si Tupou ça se fait, bon tu remplaces Laclayette par Tupou, c'est quand même pas dégueu. Même si c'est un joueur qui doit travailler son physique et sa tenue en mêlée. Johnny Hill, bon je pense que là c'est relativement costaud, c'est un joueur voilà, qui est à la pointe du combat, donc c'est pas mal. Tagivalou, joueur polyvalent qui peut jouer à tous les postes de la deuxième ligne, à tous les postes quasiment de la troisième ligne. Ravuta Omada, bon, ben, je pense qu'on le mettra dans les joueurs à suivre du top 14 parce que franchement, si Ozel t'arrive à aligner à Bossi, Ravuta Omada et au centre Fikou Tuisova, Ça fait une belle ligne de trois quarts, quoi. ouais, tu peux mettre vite le feu aux pelouses et Wilfried Duleux aussi, joueur qui a marché littéralement sur la Pro D2 avec Grenoble. Donc, non, le recrutement est plutôt intéressant, mais moi, la grande question, ça va être cette charnière et notamment le remplacement de Nolano Garrick. À voir pour le Racing, belle saison des clubs franciliens, là il n'y a pas à chier. C'est une saison réussie. Club jonché par les blessures, qui a failli passer à côté encore une fois d'un maintien en top 14, c'est l'USAP. On l'a dit pendant très longtemps, oui, j'ai commencé à dire jonché par les blessures parce que l'USAP avait limite 2-15 de départ out cette saison, c'était impressionnant. Je crois qu'il y a, je sais plus quel match c'est, mais c'est pas contre Pau, les mecs ils lâchent, ils ont 17 blessés. C'est impressionnant, donc voilà. Mais parmi ça, mais l'USAP assure son maintien encore une fois en access match. J'ai envie de dire, c'est un peu la classique pour l'USAP ces dernières saisons. Voilà, avec un club qui nous a peut-être un petit peu déçus, on avait peut-être un peu plus de Perpignan. Qui a longtemps lutté, qui a été voilà, malmené par Vannes, qui a lutté avec le Stade français et qui, mine de rien, a quand même assuré son maintien. Mais voilà, pareil, à l'extérieur, 4 points, un match nul, 0 victoire pour Perpignan cette saison. Ouais,
quand on a vu la fin de saison passée de Perpignan, on s'est dit, est-ce qu'ils arriveront à continuer sur leur lancée? Et finalement, non. Bah, l'an dernier, moi, c'est une équipe qui m'a énormément plu, qui était ultra offensive, qui était souvent au complet. Et c'est pour ça que voilà, j'avais quelques espoirs quand même. Hein. Cette équipe de Perpignan qui avait recruté de bons joueurs, je trouve, qui avait recruté intelligemment à des postes où il manquait peut-être un peu de profondeur. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils sont obligés. Enfin, on est obligé de les placer dans la catégorie faiblard et pas dans la catégorie Stade Français parce que ils ont eu trop de blessés. Franchement, c'était pas possible. Tu l'as dit, 17 ou 18 blessés et en plus, c'était des titulaires quoi. C'était des titulaires. T'avais une charnière titulaire, t'avais une première ligne quasiment de titulaires aussi. Derrière, il a fallu parfois recomposer totalement la ligne. Voilà, il y a un joueur comme Crossdale par exemple qui a été très souvent blessé. À la charnière, ça a été compliqué. Franchement, ouais, c'est vraiment une saison très 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 compliquée pour l'USAP qui, justement, n'a pas réussi à garder de la stabilité dans son effectif, dans son 15 de départ, dans son groupe de 23. Donc forcément, le jeu n'était pas forcément le même. Heureusement, il y a des joueurs qui ont été ultra performants. Lucas Vellart, par exemple, qui a été impressionnant. Noé Delascava aussi au poste de troisième ligne, alors qu'il y avait beaucoup de monde. C'est un joueur qui a tenu la dragée haute. Voilà, Oviedo quand il a joué, là, très costaud. Vraiment, ça a été une saison très très compliquée d'un point de vue blessure. Donc c'est aussi pour ça que je veux pas les enterrer les Catalans parce que déjà c'était compliqué de les voir dans le top 6, ça c'est une certitude. Mais alors encore plus quand ils vivent une saison comme ça, franchement c'est presque c'est très difficile de rivaliser. Voilà. Et sur cet Access Game quand même on se disait l'USAP peut écraser Grenoble parce que Grenoble a pris un gros coup sur la carafe et que Perpignan sortait d'un beau match face à Toulouse. Alors, en fait, ils se sont vachement fait peur et ils ont montré quand même pas mal de failles. Donc c'est pour ça, moi, je les mets quand même dans faiblard. Ça aurait pu glisser une catégorie en dessous, mais en fait, le nombre de blessés fait qu'on est obligé de revoir un peu notre analyse. Exactement, à voir ce qui va se passer du côté de Perpignan l'an prochain. Vous avez ici les arrivées, départs, prolongations aussi également du côté de l'USAP. En espérant moins de blessés pour eux l'an prochain parce que oui, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, donc on va les glisser dans faiblard. Et la dernière équipe de cette petite série, c'est Montpellier, le MHR, ça y est. C'est une meilleure saison que l'an passé. Si je peux commencer comme ça pour le MHR, ce qui n'est pas bien compliqué au vu de la saison passée. On y avait cru à la mi-saison, on les avait mis limite favoris pour finir dans les 6. Ça n'a pas du tout été le cas, ils ont fait une deuxième partie de saison beaucoup plus en demi-teinte, c'était un peu plus décevant. Bon, le MHR finit en milieu de tableau, donc bon, je sais pas si on va s'épanouir en parlant de Montpellier, qui n'a pas été non plus l'équipe la plus sexy à avoir joué, avec une pelouse qui était souvent dégueulasse. Faites quelque chose à Montpellier par pitié, parce que les pelouses, que ce soit foot ou rugby, elles sont affreuses. Alors je sais que c'est compliqué, les stades sont un peu vétustes parfois, ou je sais pas sur quoi ils ont été construits, etc. Mais ça n'aide pas au jeu, et du coup on a eu quelques purges quand même pour Montpellier cette saison. Mine de rien, bon, tu finis 9ème. Bon, tu seras en Challenge Cup l'an prochain. T'as assuré le maintien, j'ai envie de dire. Bon, un peu décevant, mais sans plus. Disons que c'est une équipe, comment dire, ouais, qui. C'est dur, hein. Ouais, c'est très dur à analyser. C'est une équipe qui est passée un peu inaperçue. J'ai pas envie de dire que tout le monde s'en foutait parce que c'est pas le cas, mais bon, ça gagnait, ça perdait. Voilà, en tout cas, l'effet des projecteurs n'était pas du tout sur Montpellier. Comme tu l'as dit, c'est mieux que la saison dernière, mais c'est pas compliqué. Mais c'est une équipe qui a des moyens. Et sincèrement, elle n'a pas le droit de faire des saisons comme ça. Alors là, il y a un nouveau staff qui est arrivé, des joueurs en plus, enfin des hommes qui connaissent bien le club, qui ont joué autour de Joan Codulo. On a vu un pack quand même très costaud, ouais. Il faut le dire. Une mêlée qui a tenu, la preuve, Baptiste Ardocchio a été appelé avec le 15 de France.
la touche n'a pas été mauvaise. Enfin, ils se sont appuyés aussi sur un très 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 bon Lenny Nouchi. Donc c'est peut-être ça un peu le symbole de cette équipe de Montpellier, c'est que il y a quand même des joueurs aussi du cru, des joueurs français aussi qui sont ultra performants. Il faudra peut-être s'appuyer sur ça plutôt que d'aller chercher toujours les Sudaf et compagnie. Voilà, il y a un pack qui a été solide. On a vu une bonne première partie de saison de Stuart Hogg qui était un peu l'interrogation. Anthony Boutier est revenu sur la seconde partie. Bien sûr, la révélation, comment ne pas parler de Maël Moustin. Oui. Heureusement qu'il y avait aussi un Maël Moustin qui a apporté peut-être un peu de voilà, quelques étincelles, un peu de spectacle à cette équipe, qui était le joueur qui pouvait déclencher à n'importe quel moment. Un grand bravo aussi à Auguste Cadeau, dont on parle peu, mais franchement, c'est un joueur qui a tenu la baraque, 22-23 ans, je pense. Il a 23 ans, qui arrive de Biarritz, qui franchement s'est imposé à ce poste-là. Voilà, après le contenu a été aussi très irrégulier. Effectivement, à une période, on s'est dit ça y est, Montpellier va décoller. Là, on les sent costauds. Voilà, cette série, elle est quand même assez impressionnante, même s'il y a la Challenge Cup, la très faible Challenge Cup, pardon. Qui était là, mais honnêtement, on se disait voilà, Montpellier s'appuie sur des choses assez simples avec un gros pack. Et avec de bons buteurs, peut-être que ça peut changer et peut-être qu'ils peuvent faire une grosse seconde partie de saison. Et en fait, derrière, ils ont été beaucoup trop irréguliers, donc ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça, moi, j'ai envie de dire, c'est relativement c'est relativement faiblard quand même. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a de la qualité. Et peut-être qu'avec un recrutement encore un peu plus ciblé, ça peut le faire. Mais c'est un club qui se reconstruit, encore une fois. Comme tu l'as dit, ils recherchent une pelouse. Ils ont quand même fait pas mal de délocalisations aussi à Béziers. Oui, aussi, ouais. Et au vu de la saison dernière, voilà, il fallait se retrouver sur des choses beaucoup plus simples. Donc, on verra les saisons suivantes, mais bon. Ouais, moi, faiblard, ça me va très bien comme catégorie. Faiblard ou moyennas, faiblard? Ouais, je pense que c'est relativement faiblard, ouais, parce qu'il y a un budget, il y a des ambitions et on sent que ça reste encore un peu fragile. Et ben voilà, elles sont classées, ces 14 formations de ce championnat du rugby français. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur la tier list. On rappelle top saison pour Bayonne, Castres, Bordeaux et Toulouse. Bonne saison pour Clermont, Toulon, Vannes et Pau. Moyennas pour le Loup, faiblard pour La Rochelle, Perpignan et Montpellier, et la catégorie Stade français, c'est-à-dire saison horrible pour le Stade français, et le Racing. Est-ce que c'est OK? Et on rappelle aussi que il faut écouter les analyses, parce qu'encore une fois, c'est subjectif, je suis personne pour donner ces analyses-là, mais que si on regarde le tableau juste sur la photo, les gens vont dire ah, mais Castres, n'importe quoi, Vannes en bonne saison, n'importe quoi. Ouais, mais les gars, on a donné aussi des arguments, donc écoutez-les et voilà, ne criez pas trop en commentaire. Sinon, la prochaine fois, on vous invite et on fait la tier list ensemble. Eh ben, avec plaisir. On invite les gens, on prend un café. Un jour, on aura un studio, on pourra inviter les gens. Mais pour ça, il faut s'abonner. Faut du plus. On n'a pas le budget de Montpellier. Bref. Sur ce, ben, j'espère que cette tier list vous a plu. N'hésitez pas donc à la partager, à liker cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire la vôtre évidemment en commentaire. Je l'ai déjà dit. On a fait une belle saison de top 14. On a réussi à quasiment tout couvrir. Je crois qu'on a raté une journée en tout. Mais sinon, on a tout couvert. On a couvert le 6 Nations. On a couvert. Il y a certaines choses. On voulait parler plus de Pro D2. On n'a pas beaucoup parlé de Pro D2. On n'a pas parlé beaucoup d'Elite 1. Et ça dépend des emplois du temps de chacun. On n'a pas masse de temps. Il faut qu'on fasse des vidéos foot à côté aussi. Donc c'est un peu. Voilà, c'est du ping-pong. On a essayé de tout couvrir sur ce top 14 là. Il y a la tournée d'été qui va arriver avec le 15 de France. Donc normalement, on va essayer de faire une petite vidéo pour parler un peu de cette tournée d'été qui va arriver. Qui va un petit peu illustrer la période estivale de rugby avant de repartir pour une nouvelle saison qui s'annonce pleine de suspense avec un beau promu Montauban. On verra ce qu'ils sont capables de faire. Mais globalement, sinon, les 13 autres restent comme ils sont. Vous les connaissez bien. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter un très très bon week-end, très bonne fin de semaine, surtout parce qu'on est lundi au moment de cette vidéo. Donc, on fait un bon week-end, on fait une bonne semaine. Il fait chaud, donc buvez, hydratez-vous. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end de rugby, parce que mine de rien, le rugby ne s'arrête jamais. Ciao tout le monde!